Si demain je devais repartir à zéro avec mes finances, voilà exactement les étapes que je suivrai pour tout remettre en ordre. Et vous allez voir qu'avant même de parler d'investissement, je commence par un truc qui est plutôt basique. Pour moi, la première étape, elle est toute simple. D'ailleurs, elles sont toutes assez simples, hein. L'histoire, c'est vraiment de les prendre dans le bon ordre. La première chose à faire, c'est vraiment le bilan. C'est là où j'en suis, c'est la photo à l'instant T. Quels sont mes revenus, mes dépenses, quelle est mon épargne, dans quoi j'ai investi. Le but derrière, on va le voir, ce sera entre autres de calculer votre capacité à épargner et à investir. Ça, c'est vraiment la base de travail pour tout le reste, parce que si vous n'avez pas ces infos-là, vous êtes incapable de savoir combien vous allez pouvoir investir tous les mois. Et l'idéal même, c'est d'avoir un suivi vraiment régulier, un suivi que vous faites tous les mois sur qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, combien j'ai épargné, comment ont évolué mes investissements. Si vous ne savez pas par où commencer pour faire ça, ça tombe bien parce que je vous ai préparé un fichier. Moi, c'est celui que j'utilise depuis maintenant des années, ça doit faire à peu près 10 ans ou pas loin de 10 ans que je l'utilise. C'est un fichier où je référence toutes mes dépenses mensuelles qui sont classées par catégorie, les trucs qui sont un petit peu récurrents, tout ce qui est lié à l'alimentation, les abonnements, les sorties, bref, toutes les dépenses que je peux avoir, et d'un autre côté, tous les revenus, ainsi que les placements que je fais à l'échelle mensuelle. Et vous allez voir, tout seul, ça va vous calculer derrière votre moyenne de revenus mensuels, vos dépenses, vos placements, l'écart entre vos revenus et vos dépenses, et ça vous permet de voir combien il vous reste potentiellement à la fin du mois. Donc ça, c'est un peu de l'hygiène financière. C'est pas très long à faire, moi ça me prend une vingtaine de minutes par mois, mais c'est vraiment ce qui vous sert de base pour toute la suite. Si vous voulez récupérer ce fichier, c'est gratuit, je vous l'offre, c'est dans la description, vous avez juste à cliquer pour y accéder. Vraiment, ça, je vous invite à le faire parce que c'est super utile. Une fois que vous avez cette base-là, vous avez les bons chiffres, les bonnes données d'entrée. Et ça vous permet de passer à l'étape 2. Là, je vais un petit peu plus loin, je fais un peu le bilan des crédits. Alors peut-être que vous n'avez pas de crédit à l'heure actuelle. Si vous en avez, c'est important de comprendre quel type de crédit vous avez, c'est quoi les taux, depuis combien de temps, quand est-ce qu'ils vont se terminer, est-ce que c'est du crédit à la consommation, donc ça c'est plutôt en général du crédit qui vous coûte de l'argent mais qui vous rapporte rien. J'ai fait un crédit pour acheter la voiture, pour acheter une grande télé, bref, crédit conso en général, il faut voir à quoi c'est adossé, mais c'est pas forcément les meilleurs crédits du monde. Mais vous pouvez aussi avoir des crédits qui sont liés à vos investissements, ça peut être votre résidence principale par exemple, ou de l'investissement immobilier en dur ou en SCPI. Là, c'est intéressant de faire le point sur votre situation pour voir est-ce qu'il y a des dettes que je pourrais éventuellement épurer et qui freinent ma progression dans ma capacité à investir. Ça, des fois, c'est un peu chiant à faire parce qu'il faut ressortir de la paperasse pour savoir combien étaient les taux quand j'ai fait mon crédit. Moi, je l'ai noté une bonne fois pour toutes dans mon fichier. D'ailleurs, dans ce fichier de gestion des finances, là, vous avez une version simplifiée, mais moi, j'ai plein d'onglets dedans dans lesquels j'ai un onglet notamment sur les prêts qui me permet de suivre mes prêts. Je sais quand est-ce qu'ils ont démarré, quand est-ce qu'ils se terminent, quelles sont les mensualités et à quel taux ils sont. Une fois que j'ai fait ça, je me pencherai sur la troisième étape qui est toujours une phase de bilan. Là, c'est le bilan des investissements. Dans quoi je suis investi? Est-ce que j'ai des livrets d'épargne? Est-ce que j'ai de l'assurance vie? Est-ce que j'ai du PEA? Est-ce que j'ai du compte titre? Est-ce que j'ai de la crypto-monnaie? Et là, c'est important aussi de faire un vrai tour d'horizon pour voir tous les frais et quels sont les rendements de ces différents supports. Si vous n'avez pas fait ça, vous êtes incapable de juger de la qualité du produit d'investissement dans lequel vous avez mis de l'argent. J'ai fait ça il y a quelques années quand j'ai repris vraiment la main sur mes finances et ça m'a permis de me rendre compte que j'avais une assurance vie sur laquelle je payais des frais mais qui étaient complètement délirants. Donner un ordre d'idée de à quel point j'étais vraiment perdant, c'est que j'avais une assurance vie sur laquelle je payais, écoutez bien, 4% de frais sur versement. C'est-à-dire que sur 100 € versés, je devais payer en plus 4 € de frais de versement. Et ça, je ne vous dis pas, à l'échelle d'un placement long, à 8, 10, 15, 20 ans, c'est une catastrophe sur votre rendement. Donc tout ça, voilà, j'ai fait le point et j'ai dégagé tout ce qui était plus intéressant pour le réallouer, on va le voir un petit peu plus tard, sur les bonnes poches d'investissement. Ou en tout cas, avec les bons frais et les bons rendements. Donc étape 3, on fait le tour, on fait encore une fois le bilan de tout ce que... L'idée, c'est vraiment d'avoir une image complète de, ok, à l'instant T, à quoi ça ressemble mon épargne, mes revenus, mon patrimoine, mes crédits. Si vous voulez aussi un outil qui vous permet de dresser un bilan automatique de tout ça, qui vous calcule les répartitions entre vos différents investissements, je vous mets ça à dispo dans la description. C'est aussi un outil que j'ai créé avec de l'intelligence artificielle. Ça vous dresse à l'instant T une photo de votre patrimoine. Mais pour que ça fonctionne, c'est bien d'avoir déjà toutes ces infos-là en amont. C'est pas un outil qui va vous donner des conseils, mais c'est ultra intéressant de voir comment est réparti votre patrimoine, quelles sont les poches qui sont les plus importantes et est-ce qu'il y a peut-être des rééquilibrages à imaginer.
Une fois que vous avez ça, votre base elle est bonne pour travailler, vous pouvez passer à l'étape 4. Et alors, l'étape 4, c'est pas du tout l'étape où on va réfléchir à dans quoi j'investis, mais plutôt l'étape où vous vous posez la question de quels sont mes objectifs à court, à moyen et long terme. Parce que vous allez voir que chaque objectif, il aura sa stratégie et sans doute des supports qui sont adaptés. D'une manière générale, pour des objectifs à court terme, j'aime bien me dire que je vais privilégier de la sécurité. Pour des objectifs à moyen terme, des choses un peu plus flexibles. Et pour des objectifs à long terme, là, je vais probablement aller chercher beaucoup plus de croissance. Et donc, on le verra, plus de risques. Ce qui m'emmène du coup à l'étape 6 qui est définition et identification des objectifs à court terme. Pour moi, court terme, c'est entre 1 et 3 ans. Donc là, les questions que je me pose, c'est ok, est-ce que j'ai besoin d'un fonds de sécurité? C'est en général ce qu'on met sur un livret, c'est quelque chose qui est liquide, qui est accessible facilement et qui du coup va avoir probablement un taux de rémunération très faible. C'est généralement ce qu'on trouve sur les livrets, livret A, LDDS, LEP. On préconise entre 3 et 6, 9, 12 mois de sécurité, 12 mois de dépenses ou 12 mois de revenus. Ça dépend comment vous voulez calculer le truc. L'idée, c'est vraiment là de couvrir aux dépenses urgentes qui pourraient tomber que vous n'avez pas prévues. Je dis n'importe quoi, vous perdez votre job, le chômage vous couvre une partie mais pas suffisamment. Ce matelas de sécurité, il est fait pour amortir un petit peu le choc financier et vous permettre de continuer à vivre et surtout de dormir sur vos deux oreilles, même s'il y a un incident qui arrive. À horizon un peu plus loin, donc 2 voire 3 ans, on peut se dire ok, est-ce que je prévois d'acheter une voiture? Est-ce que j'ai envie de financer un voyage à l'étranger de peut-être 2-3 semaines? Est-ce que je vais avoir besoin de rénover mon logement? Tiens, je vais mettre du double vitrage, donc il va falloir que je prévoie un petit peu d'argent. Ça pour moi, c'est aussi de l'épargne. C'est pas forcément des choses sur lesquelles on va se dire là je vais gagner beaucoup de fric. Non, sur une période aussi courte, c'est plutôt rare. Donc c'est quelque chose que je vais mettre de manière à avoir de l'argent disponible rapidement, simplement pour pouvoir payer dès que j'en ai besoin. Ça peut être aussi le court terme, l'occasion de se poser la question de est-ce que j'ai des dettes, justement peut-être un ou des crédits conso qui me saoulent un petit peu, que je traîne depuis longtemps, que j'ai envie d'effacer, auquel cas je vais peut-être prévoir quelque chose pour diminuer, voire faire disparaître complètement ces dettes. Donc là, globalement, je vais privilégier des placements qui sont liquides, qui sont sûrs et qui sont accessibles à tout moment. La contrepartie, évidemment, vous l'avez compris, c'est que qui dit beaucoup de liquidité, beaucoup de sécurité, dit peu de performance. Ensuite, étape 6, là on va réfléchir aux objectifs à moyen terme, donc entre 3 on va dire et 10 ans. Type de question qu'on peut se poser, est-ce que je prévois l'achat d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire? Est-ce que je dois financer des études pour mes enfants à échelle de 8-10 ans? Moi je suis complètement dans ce cas, j'ai déjà prévu ce qu'il faut pour financer les études de mon fils qui, avec un peu de chance, auront lieu dans une petite dizaine d'années. Là pour moi, une dizaine d'années, ça reste déjà une échéance qui est intéressante pour aller chercher un peu de performance. Donc là je vais choisir des supports qui vont faire travailler l'argent, mais qui reste quand même facilement mobilisable. Voire même, je vais me dire, je vais prendre un petit peu de risque peut-être sur les 7-8 premières années, et une fois que j'aurai eu un peu de performance, je vais sécuriser pour les 2 années qui restent. Si je prends l'exemple d'une assurance vie, je pourrais me dire, pendant 8 ans, je vais aller chercher de la performance sur l'unité de compte, et les 2 dernières années, je vais sécuriser sur un fonds en euros. Autre type de question, est-ce que vous avez des projets professionnels aussi? Peut-être que vous dites, tiens, d'ici à 2, 3, 4, 5 ans, j'ai envie de faire une reconversion, j'ai envie de créer une entreprise, donc j'ai peut-être besoin aussi d'un apport à ce moment-là. Moi, j'adore cette approche qui consiste à parler d'objectifs et pas du tout à parler de stratégie financière dans un premier temps, parce qu'une fois que les objectifs sont bien posés, là, on est sûr de mettre en adéquation derrière les bons leviers financiers. Et enfin, étape 7, vous l'avez compris, évidemment, on va passer sur les objectifs à long terme. Donc là, long terme, c'est 10 ans et plus. Type de question qu'on peut se poser, c'est de combien j'aurais besoin de vivre si je suis à la retraite? Combien j'aurais envie de me verser tous les mois avec mes investissements? Est-ce que je commence déjà à réfléchir à ma transmission? Comment je peux protéger mes enfants? Ça, évidemment, vous l'avez compris, c'est des questions qui sont très génériques, mais ça va dépendre de votre âge. Si vous avez 20 ans, vous n'allez pas avoir les mêmes questions que si vous en avez 50 ou 60 ou plus. Donc sur ces projets à très long terme, là je vais aller chercher de la croissance parce que je vais accepter beaucoup plus de volatilité. Concrètement, c'est ce qu'on a avec de la bourse. Notamment si je prends le cas assez simple d'un ETF monde qui regroupe les 1500 plus grosses capitalisations mondiales, évidemment avec beaucoup d'États-Unis. Si on regarde l'évolution d'un indice comme celui-ci, on voit qu'à l'échelle de 5 jours, il y a beaucoup de volatilité. Ça monte, ça descend. À l'échelle, on va aller assez vite, même de 6 mois, on voit que ça peut se casser la gueule, puis remonter. On voit même que les chutes qu'il y a eu depuis 6 mois n'ont pas encore été compensées. Donc on comprend bien que ce type de support pour un investissement sur des objectifs à court terme, c'est ultra risqué parce qu'on peut potentiellement perdre beaucoup, voire presque tout son argent. Et il y a un an, on est presque au niveau d'aujourd'hui, donc on n'aurait pas gagné grand-chose. Par contre, si on commence à prendre beaucoup plus de recul, on va tout de suite sauter à 10 ans, donc on passe sur du long terme, on voit que là, ça devient intéressant. Une part de cet ETF, il y a 10 ans, valait environ 200 €. Aujourd'hui, elle en vaut presque le triple, elle est presque à 600. Donc là, sur du long terme, on a quelque chose qui va aller générer de la performance.
Et si je passe à 20 ans, donc vraiment très long terme, là ça devient flagrant. On voit qu'à l'ouverture en 2010, donc un peu moins de 20 ans parce que l'ETF n'existait pas avant, la part était aux alentours de 110 € et maintenant on est presque à 600, donc on fait un gros x5. Une fois que j'arrive ici à cette étape 7, j'ai défini ma situation à l'instant T et la situation où je veux être à court, moyen et long terme. Donc là, j'ai une carte complète. Là, ça devient intéressant de se pencher enfin sur la dernière étape, l'étape 8, qui est, j'imagine, vous l'avez deviné, le choix de vos supports. Et les critères sur lesquels on va les sélectionner vont être liés à la liquidité, au risque et à la volatilité. Et ces critères-là, je vais pouvoir les croiser avec mes différents objectifs. Sachant que dans tous les cas, moi, ce que je privilégie, c'est d'abord de me faire mon matelas de sécurité, mon épargne. Peu importe la somme que vous voulez mettre, ça me paraît ultra important de commencer à construire votre épargne de sécurité dès le début. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas investir un petit peu à côté et amorcer des choses, mais pour moi, c'est super important d'avoir en premier lieu construit une bonne base avec une épargne de sécurité. Voilà, moi, c'est ce plan que j'utiliserai si je devais repartir de zéro. Je ne dis pas que c'est le meilleur des plans, je ne dis pas que c'est le seul. Peut-être que vous en avez d'autres, d'ailleurs, d'autres stratégies. Si c'est le cas, partagez-les moi en commentaire. Ça m'intéresse de savoir comment vous envisagez ce type de situation. Pour l'avoir testé, en tout cas, je sais que celui-ci il fonctionne parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai appliqué et ça m'a donné plutôt bons résultats pour remettre tout ça à plat et choisir les bons véhicules d'investissement. C'est une approche qui me parle tellement d'ailleurs que je suis en train de me professionnaliser là-dessus, donc je suis en train d'avoir les habilitations qui vont bien pour pouvoir faire du consulting financier et je peux vous accompagner dans la définition de ces objectifs jusqu'au choix et même jusqu'à la mise en place de votre stratégie financière finale. Si ça vous intéresse de creuser ce sujet, contactez-moi et puis on en discute. En attendant, vous avez déjà de quoi commencer votre réflexion. Vraiment, je vous invite à le faire, c'est super intéressant en plus, on découvre des choses sur soi, sur ce qu'on a envie de faire, sur la manière dont on fonctionne par rapport à l'argent. Donc c'est jamais quelque chose de perdu. Je vous laisse là-dessus, bon courage, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.